L'Afrique, au fil des années, a su se faire une place dans le football mondial. Le Maroc, demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde, en est l'exemple numéro 1. La preuve aussi avec les 5 places attribuées à l'Afrique lors de la Coupe du Monde et à partir de 2026, c'est 9 équipes africaines qui pourront avoir la chance de participer à la compétition la plus prestigieuse de l'histoire du football, voire même du sport. N'en déplaise aux fans de football américain. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Il y a plusieurs années, le continent, et non, je ne parle pas du Cameroun, africain, n'avait droit qu'à un seul représentant. Le tout premier pays africain à participer à une Coupe du Monde est d'ailleurs l'Égypte en 1934. C'est même prévu que je parle d'eux. Mais c'est 40 ans plus tard qu'on aura droit à la participation du tout premier pays d'Afrique subsaharienne à une Coupe du Monde, la RDC, ou plutôt Zaïre, à l'époque, en 1974. Beauté tout le monde et bienvenue sur DNK FC. Aujourd'hui, on va faire un tour pour la première fois en Afrique pour parler dictature, léopard mais surtout exploit sans gloire avec le Zaïre de 1974 en Coupe du Monde. Générique. DNK FC, DNK FC, DNK, DNK FC. Le soccer comme à la maison. Vous me connaissez déjà, je ne peux pas commencer mon émission sans un minimum de contexte, parce que pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le temps, plus précisément dans les années 60. Avant de devenir le Congo que l'on connaît tous, et même le Zaïre, le Congo se renommait le Congo belge, car c'est à la Belgique dont on a fait don du Congo en 1908, et ce pendant 52 ans. Mais c'est le 30 juin 1960 que le Congo proclame son indépendance. Déjà en janvier 1959, des émeutes qui avaient eu lieu à Léopoldville, l'ancien nom de Kinshasa, ont déjà donné une idée du ras-le-bol congolais contre la Belgique. Et c'est finalement en 1960 que le Congo a pu obtenir son indépendance sous l'impulsion notamment de Patrice Lumumba. Mais à quel prix ? Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table. Joseph Kasavubu sera élu président. Mais c'est surtout Patrice Lumumba, ayant fait un discours poignant devant le roi belge de l'époque Baudouin, qui sera élu Premier ministre. Mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mais malheureusement, le 17 janvier 1961 au Katanga, ce même Lumumba sera assassiné. Au cours de son mandat, Lumumba s'était attiré beaucoup d'ennemis, notamment les États-Unis. À en croire même, certaines langues disent que c'est même la CIA qui l'a assassiné.
Il faut savoir que le Congo va connaître un coup d'État orchestré par les militaires qui va renverser le président de l'époque Kasavubu pour mettre au pouvoir celui qui était à ce moment-là général et qui s'autoproclamera président du Congo, qu'il va rebaptiser un peu plus tard le Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, a.k.a. Mobutu Sese Seko. En fait, ce qui me fait rire, c'est que quand je dis Mobutu, je pense à autre chose. Certaines personnes vont penser à une personne en particulier, mais moi, je pense à quelqu'un d'autre. Ceux qui vont écouter le podcast, en tout cas des gens proches de moi, sauront de qui je parle. C'est vrai que je mets beaucoup l'accent sur la géopolitique, mais pour en arriver là, il fallait absolument que je passe cette étape. Et même là encore, ce n'est pas fini. Mobutu, dès son arrivée au pouvoir, va mettre fin à la crise congolaise et va prendre plusieurs décisions, comme utiliser le football comme arme politique et pour encore plus accentuer son pouvoir. Il va déjà changer le nom de la sélection nationale, les appelant les Léopards, et va mettre des moyens plus que conséquents et rapatrier la quasi-totalité des joueurs congolais évoluant en Europe pour, je cite, « former une équipe bénéfique à ce grand pays qu'est le Zaïre ». Pour avoir la trace des premiers succès du Zaïre, il faut aller en 1968 pour la CAN qui se déroule en Éthiopie. C'est la 6e édition de la CAN et la 2e que l'Éthiopie organise après celle de 1962 qu'elle va d'ailleurs remporter. 8 pays vont participer à cette édition, notamment l'Éthiopie, le pays organisateur, le Ghana, tenant du titre, mais surtout le Zaïre. Le Zaïre va terminer 2e de son groupe derrière le Ghana et va se qualifier pour les demi-finales où elle va battre l'Éthiopie 3-2 après prolongation. En finale, le Zaïre va affronter le Ghana, tenant du titre, qui a battu la Côte d'Ivoire 4-3. Après un match durement disputé, c'est le Zaïre qui va marquer le seul but de la rencontre grâce à Kalala à la 66e minute. Kassongo sur la balle. Centre de Kassongo. Kalala contrôle, tire et c'est le but. But donc, très joli but de Kalala, inscrit. Leur permettant de remporter leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. Mais si on veut vraiment se faire une idée de l'ampleur de l'œuvre de Mobutu sur le football congolais, il faut aller en 1974, sûrement l'année la plus importante de toute l'histoire du football congolais, ou plutôt zaïrois à l'époque. « 1974 a été une année faste pour le football zaïrois. Il faut d'abord commencer par la CAN qui était organisée en Égypte. Toujours 8 équipes qualifiées et parmi ces équipes, on peut compter sur l'Égypte, pays organisateur, le Congo-Brazza, tenant du titre et qualifié d'office, la Zambie et l'île Maurice qui sont à leur première participation, mais surtout le Zaïre, le pays qui nous intéresse aujourd'hui. Le Zaïre va terminer 2e de son groupe, comme d'habitude, derrière le Congo-Brazza et se qualifie logiquement pour les demi-finales. En demi, elle va affronter l'Égypte, pays organisateur, comme en 1968, il va encore affronter le pays organisateur en demi, qu'elle va battre 3-2, encore une fois, et se qualifier pour la finale, pour y affronter la Zambie, qui a battu le Congo-Brazza sur le score de 4-2. En finale, Zambie et Zaïre vont se séparer sur le score de 2-2 après prolongation. Comme les tirs au but n'existaient pas encore, ils vont rejouer le match 2 jours plus tard, mais cette fois-ci, c'est le Zaïre qui l'emporte 2-0 et ainsi gagne sa 2e CAN après celle de 1968. Zambien, Makwassa sur la tête de Kidumu, Ndaï aux prises avec le capitaine, a eu ça le passer. But du Zaïre par Ndaï à la 30e minute de jeu. Mayanga, Ndaï, en position de tir, deuxième but pour le Zaïre et deuxième but pour Ndaï, but marqué à la 31e minute.
de cette seconde mi-temps. D'ailleurs, c'est Moulamba Ndiaye, joueur du Zaïre, qui va terminer meilleur buteur du tournoi avec 9 buts. Pour la petite anecdote, c'est toujours le record du nombre de buts marqués pour une seule édition de CAN, même avec les Eto'o, les Drogba, etc., qui sont passés après lui. Mais tout ça n'est que le tout début, puisque quelques mois plus tard, c'est la Coupe du Monde qui les attend. Avant de pouvoir la jouer, ils ont dû passer par une phase de qualification où le Zaïre va affronter successivement le Togo, le Cameroun et le Ghana. Ils se sont beaucoup affrontés dans les années 60-70, ces deux équipes-là, pour ensuite se qualifier dans une poule finale de 3 où ils vont devancer la Zambie et le Maroc pour enfin obtenir leur billet pour la Coupe du Monde en Allemagne. Cette Coupe du Monde, comme je l'ai dit précédemment, se déroule en Allemagne. Et le Zaïre fait office de seul représentant africain dans cette édition. Et pour la petite histoire, le design du trophée de la Coupe du Monde que l'on voit actuellement, elle est apparue pour la première fois lors de cette édition en 1974. Bon, il y a eu des histoires de vol parce que si réellement je vous montre à quoi ressemblait le trophée avant les années 70, donc avant cette édition-là, vous allez largement dire que vous préférez le design du trophée actuel. Mais bon, c'était toujours bien de rappeler là et puis ça, c'est des anecdotes par-ci par-là assez sympathiques. Bon. Cette équipe du Zaïre sera composée que de joueurs évoluant localement, notamment Tebi Mazembe, petit hommage à mon papa, qui a remporté la Ligue des champions africaine en 1967 et 68 et finaliste en 69 et 70. Et l'AS Vita Club, un des plus beaux palmarès du Zaïre, du Congo en général, voire même de l'Afrique même. Parce que quand tu gagnes 15 championnats de RDC, c'est quand même fort. Son premier match sera contre l'Écosse de Kenny Dalglish, légende de Liverpool, petite dédicace à mon pote Emmanuel. Match qu'ils vont perdre sur le score de 2-0, mais la suite de la compétition ne va faire que s'empirer pour les Léopards. La veille du deuxième match, les joueurs zaïrois, qui sont pour la plupart amateurs, n'ont toujours pas reçu leur prime. C'est à peu près la même chose que lors de la CAN de cette même année, où là aussi ils n'avaient pas reçu leur prime. Et il faut comprendre que comme les joueurs zaïrois sont pour la plupart amateurs, comme dit précédemment, ils n'ont pas de salaire fixe en fait. Ce qui fait que ces primes qu'ils reçoivent lors des compétitions jouent un peu le rôle de salaire pour les joueurs. Les joueurs, en colère et révoltés, menacent de faire grève et la FIFA est obligée d'intervenir pour quand même garder une bonne image et pour ne pas créer un très gros scandale mondial. C'est dans un climat très compliqué que les joueurs disputeront leur match contre la Yougoslavie. Un match de la honte pour beaucoup. Ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, mais carrément 9 buts que vont encaisser les Zaïrois. Finale 9-0. Jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà une des plus grosses défaites de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour Mobutu, c'est une véritable humiliation au point où à l'aube du troisième match, il va carrément menacer ses joueurs en leur disant que s'ils encaissent plus de 4 buts, lors de leur prochain match, ils ne rentreront pas au pays. C'est donc la peur au ventre que le Zaïre va affronter le Brésil, qui était déjà une figure importante ayant remporté la Coupe du Monde 4 ans plus tôt au Mexique. Les Léopards perdent finalement que 3-0 et le Zaïre termine donc sa Coupe du Monde avec un 0 pointé pour 14 buts encaissés. Le retour au Zaïre est pesant et les joueurs seront accueillis par personne puisque l'aéroport sera totalement vide à leur arrivée. L'après-Coupe du Monde sera terrible pour les Zaïrois. Mobutu, ayant pris acte de cette débâcle, va peu à peu arrêter son investissement sur le football et le délaisser petit à petit.
vu comme principal acte de propagande, le football sera laissé au second plan et laissant beaucoup de ses joueurs vus comme des héros lors de leur victoire à la CAN dans l'oubli le plus total. Pourtant, Mobutu n'a pas usé que du football. Quelques mois après la Coupe du Monde, un autre événement va mettre en avant le Zaïre puisque Mohamed Ali et George Foreman vont s'affronter à Kinshasa dans un combat de boxe qui sera surnommé The Rumble in the Jungle. C'est Ali qui gagne ce combat après 3 rounds et qui retrouve son titre WBA et WBC poids lourd 10 ans après, alors qu'il était vu comme l'outsider par beaucoup. Mais au-delà du sport, c'est un réel coup de maître pour Mobutu. On peut aussi citer quelques années auparavant la venue du roi Pelé avec l'équipe de Santos pour un match amical lors d'une tournée africaine. Ce qui montre à quel point Mobutu mettait en avant le sport au profit de sa politique. Pour revenir au football congolais, puisque la République démocratique du Congo va retrouver son appellation actuelle après la chute de Mobutu en 1997, pour avoir acte de certains exploits, on peut revenir sur la dernière CAN. Ils ont terminé 4e, perdant contre l'Afrique du Sud au tir au but. Mais au niveau des clubs, on peut citer le TP Mazembe qui a terminé finaliste lors de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Mais sinon, globalement, le football congolais essaye de bien se porter. On sait qu'en 2015, le TP Mazembe a remporté la Ligue des champions africaine. Mais sinon, à part ça, t'as pas grand chose à dire sur le football congolais qui essaie quand même de bien se porter. Même si malheureusement, avec tout ce qui se passe à l'est du pays, et on a vraiment une très forte pensée pour eux, je pense que beaucoup de Congolais n'ont vraiment, mais alors vraiment pas la tête au football. Merci à tous d'avoir écouté mon 3e podcast. C'est vrai que là, je change d'époque et je vais dans un nouveau continent puisque lors des 2 précédents, j'étais dans les années 50 et j'étais en Amérique du Sud et en Europe. Cette fois-ci, je fais un tour en Afrique. Et pour le prochain épisode de mon podcast, j'ai un peu mentionné le thème lors des dernières lignes, si vous faites attention. Mais en tout cas, vous-même, vous verrez lorsque je vais le sortir. Mais comme j'ai eu à le dire et à le rappeler, il y a un génocide qui se passe actuellement en RDC. Et c'est toujours bien de le rappeler parce que malheureusement, c'est énormément de vies humaines qui perdent la vie actuellement là où on est en train de se parler. Et c'est vraiment une grâce que nous sommes tous là parce que malheureusement, pas beaucoup de personnes ont la chance d'avoir ce même confort que nous on a. Donc c'est sur cette note que je vais réellement terminer mon podcast et je pense que je vais vous dire la même chose que j'ai l'habitude de faire à chaque fois que je termine mes émissions. À la prochaine.